Dear students, dear friends, dear professors, if we have some, yes, we have some. Hello, Isabelle, merci. So we are honored to welcome this evening Céline Valder from Nikisch Valder office in our Department of Architecture in Fribourg. Ça va, ça, vous comprenez? Ouais. A part of discovering your projects, this will provide us a delightful opportunity to move for a winter trip in one of the most beautiful regions of Switzerland called the Grisons, or Graubünden, yeah, Graubünden, but bon. And its brilliant and innovative architectural scene. We are also pleased to officially open the exhibition Prix Béton Suisse 21, which stops in our walls until the 21st of December. Mrs. Valder, with her lecture and presence, contributes to this event, and we are very pleased that you accept to come for this. As you may know it, Nikisch Valder was awarded with one of the 4 distinctions for their 2-family house, Sultan, built in Flims, and you were selected among 175 dossiers which were submitted. Beart and Deplazes Architekten are the prize winner for the Bernina Pass Maintenance Depot in Poschiavo. Going back to our lecturer's guest, Céline Valder completed in 2004 her architectural studies at the Accademia di Architettura of Mendrisio under Valerio Olgiati guidance. You then worked during 2 years with Mr. Olgiati as an assistant. In 2009, you curated the exhibition Dado, the name of a house, yeah. A neighborhood, yeah. Built and inhabited by Valerio Olgiati and his father, Rudolf Olgiati, at the Yellow House of Flims. Did you visit the Yellow House of Flims, one of you? Can go, huh? It's one of my emotional shock, so yeah. Your associate, Georg Nikisch, graduated 1 year after you in Mendrisio as well with Peter Zumthor. He then worked at the Academia as an assistant to the chair of Jonathan Sergison. Mr. Nikisch taught as guest lecturer at the Head in Geneva. In 2007, you both founded Nikisch Valder Bureau, based in Flims, Grisons. 1 year after, you won the competition for the new Planterhof Auditorium in Landquart in a collaboration with Valerio Olgiati. Someone visited the Planterhof Auditorium? Bon, c'est à Coire, hein. Enfin, c'est près de Coire, c'est loin, mais si vous y allez, il faut visiter. Oui, ça va venir. So, I'm really looking forward to discovering more of your projects with a great interest and vivid curiosity, especially because I did not find any website presenting your office. I don't know if it's due to a Google fatigue or a real act of rebellion from your office, or a marketing strategy, or due to my total incompetency on this. Anyway, regarding some articles describing your architectural works, provided me that feeling, very sweet, of what we call in French l'eau à la bouche. Comprenez? The water in the mouth. Yeah, well, when you really want to, well, they will explain. I could quote words such as immediacy, simplicity, intimacy, surprise, juxtaposition, radical attitude, the pittoresque, and furthermore acting in extreme landscapes, mostly located in the Swiss Alps' outstanding contexts.
Beyond this thrilling frame, unavoidable questions should be raised around the use of concrete as a material and its presence on our planet nowadays, regarding sustainability and waste of natural resources. So we would be very interested to hear about Niki Walder's statements on this crucial issue and future goals. For sure, opportunity to welcome Béton 21 Awards exhibition in our School of Architecture was questioned among us. We actually stated that architecture schools are like forums, places for debates, controversy, and doubts, and above all, represent a public space allowing diversity of opinions, which should ban any form of dogmatism. Béton Suisse stated also on this sensitive aspect regarding concrete's future. And it seems important and honest in that context to share with you an extract of the book edited for the exhibition, Béton 21, in a chapter called On the Adjudication of the Architecture Prize Béton 21. Ça, je vais vous le lire en français, parce que ça mérite toute votre attention. Au début, il donne les critères de choix pour l'attribution des prix. Ont été retenus notamment l'approche appropriée du site, la complémentarité entre la conception architecturale spatiale et la structure porteuse, l'exploitation optimale des propriétés matérielles du béton, une haute qualité d'exécution artisanale et la durabilité au sens large. Un peu plus loin, que ce soit pour les travaux de la jeune génération ou les autres contributions, un sujet a déjà focalisé l'attention dès l'appel à concours. À quoi ressemble l'utilisation future du béton? Tout le monde est bien conscient que le débat sur le climat met ce matériau de construction traditionnel sous pression. Les questions sociopolitiques retrouvent une actualité en architecture, comme dans les domaines de l'urbanisme et de l'ingénierie. Il vaut la peine de se pencher sur ces thématiques, car la construction est un reflet de la société et laisse une empreinte durable sur notre cadre de vie. Dans quelle direction poursuivre? Diverses approches existent déjà, telles que la réduction de la proportion de clinker dans le ciment ou le stockage du CO2 dans le béton, sans compter l'utilisation éprouvée depuis des années de béton recyclé. Mais cela ne suffit pas. Amélioration technique et matérielle, trajet plus court, efficacité accrue des structures du béton, pour ne citer que quelques mesures, doivent être intégrées dans une stratégie globale. Les discussions au sein du jury l'ont montré. Seul un emploi ciblé, le plus économiquement possible, et s'appuyant sur les propriétés de ce matériau, sera viable à l'avenir. L'architecture et le génie civil sont appelés à concevoir avec tous les acteurs de la construction des solutions adéquates. C'est précisément ce qui, aux yeux du jury, distingue les projets primés. Ils sont emblématiques d'approches variées qui demandent à être creusées. So, to conclude, we also have to thank tonight Béton Suisse for offering a generous aperitif. Il y en a qui sont là de Béton Suisse ou... Ah non, donc bon. Which will sustain and water us. Le water, c'est la traduction d'abreuver. Ça veut pas dire qu'il y aura que de l'eau. Right after Mrs. Walder's talk. Thank you for your attention. Célina Walder, la scène est à vous. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Comme il a déjà dit, j'avais préparé la leçon en français. Je vais essayer avec mon français de l'école. Si jamais ça ne marche pas, je vais changer. Ça va bien être simple. Si vous ne comprenez pas, vous demandez ou vous dites stop. Alors, comme j'ai déjà dit, je suis Céline. Ça, ce serait l'autre partie de mon office. Il n'est pas là. Il enseigne maintenant à Mendrisio. Et je vais commencer avec le projet qui est dans l'exposition du Béton Suisse pour vous faire connaître un peu mieux. En total, je vais montrer 3 projets.
Alors, Sultan, c'est à Flims. Ça, c'est Flims. On voit ici avec l'église le centre du village. On se trouve un peu au dehors, là où il y a l'étoile. Ça, c'est de la zone qui a été développée dans les années 60 à 80. La maison est celle au milieu. Est-ce qu'il y a un pointer ou quelque chose? Ah, il n'y a pas de souris. Ah bah, je vais essayer comme ça. Alors au milieu, dans les arbres, il y a la maison qui était déjà existante. On voit un peu la typologie. Il y a la rue principale, puis la rue qui porte vers les maisons. Il y a à gauche en bas, il y a un lotissement qui n'est pas encore construit. Donc la rue qui est derrière la maison, on voit 2 voitures. C'est une rue qui doit être maintenue parce que peut-être ils vont construire quelques jours là-bas aussi. Cette maison, elle avait beaucoup de problèmes. On a essayé à faire des études pour montrer aux clients ce qui c'est possible. Alors je vais vite montrer des problèmes. Une chose qui n'est pas très belle, l'entrée allait vers l'ouest avec l'escalier. Donc les meilleurs espaces qui vont vers cet lotissement vide, vers l'ouest, vers le sol, étaient occupés d'un truc il y avait le parking, l'entrée et l'escalier. De l'autre côté, on voit le garage attaché. Le garage, il n'était plus utilisable parce que les radius des voitures n'allaient plus. Et mes clients n'ont pas une grande voiture. Ça, c'est le volume de l'autre côté. C'est une loggia, ça s'appelait, mais c'est accessible seulement de l'extérieur et donc pas utilisable. Tous ces espaces étaient juste pleins de... C'est un dépôt du voisin. Ça, c'est la culture du jardin. Et ça, il y avait beaucoup de murs. En arrière, on voit aussi, encore une fois, le parking dans l'ouest. Donc, il n'y avait pas de générosité, il n'y avait pas de situations agréables. C'était juste... autant c'est clair, c'était construit pour juste vendre et faire de l'argent. Alors, on s'est libéré, on a décidé de se libérer complètement de la maison, mais aussi de tous ces murs et tous les alentours pour créer une surface verte continue. On n'a pas pris le droit de refaire exactement le même volume, mais on a choisi de juste suivre les règles pour construire. Donc, à 5 mètres de distance du bord de la parcelle. On voit que maintenant, les parkings, il y a 2,50 mètres pour la rue et 2,50 mètres pour les parkings. En fait, avant, s'il y avait une voiture qui voulait s'en aller, tous les autres devaient partir et remettre la voiture. Donc, il y a la rue, il y a un mur qui sépare la rue du jardin. Et au-dessus de ce mur, on a placé la maison. En section, c'est comme ça. On voit le mur en rouge. Le programme, c'était, on a pu faire 3 étages. Avant, il y avait 2 appartements à 3 locales et demi. Mais tous les locales, c'était minuscule. Et là où il y a le jardin, à l'étage où il y a le jardin, il y avait juste la technique et un studio un peu bricolé. Alors, on a décidé de changer à 2 chambres et demie pour avoir au moins un espace qui est un peu plus grand. Et au milieu, on a choisi de mettre les chambres, des chambres pour des hôtes ou pour des personnes en plus. Chaque étage devait avoir ses propres qualités et ses rapports avec l'extérieur. Alors, on a l'appartement jardin qui est enterré un peu dans le sol pour être protégé de la mère nature. Il y a un banc latéralement qui va autour. Il y a le plafond qui est... Ça se dit, le plafond? Le plafond qui est plat et qui est emphasise la horizontalité de l'espace. Alors, l'idée est que l'appartement étant tellement petite la surface qui se connecte avec le jardin. L'appartement au haut, dans le 2e étage, s'ouvre vers le toit. Comme espace, c'est déjà une qualité totalement différente. Et aussi, c'est
au-dessus des arbres qu'il y a là sur le terrain. On a les dernières rames qui entrent un peu le balcon, mais sinon on est dessus et on a le rapport avec une échelle beaucoup plus grande avec le territoire. On voit les montagnes qui sont loin. Au milieu, on a les chambres, et car les deux appartements de deux locales et demi sont bien exposés, on a choisi de créer des chambres bien introverties, qui ont une atmosphère protégée. On a les klappen. On a ces éléments de bois qui sont flexibles, qu'on peut ouvrir ou fermer selon la qualité de la lumière qu'on veut. Et c'est pour donner une intimatie qu'on n'a pas dans les autres étages et aussi un lieu pour se retirer. Chaque appartement a une entrée séparée. Il fonctionne donc totalement individuel. À gauche, vous voyez l'entrée pour le jardin. Et pour accéder au premier étage, on monte l'escalier et entre nous. Le programme, c'est le même. On a une salle de séjour au sud qui est assez grande, aussi grande possible. On a une chambre à dormir, une petite garde-robe et la salle de bain. Là, c'est plus grand. On voit comme on circule. Alors, à droite, on entre, on voit la garde-robe. On passe vers le sud avec la salle de séjour. Là-bas, on a la banque qui s'enterre, qui fait cet espace enterré. Cet espace a aussi une cheminée. On va autour de l'escalier et on arrive à la salle de dormir. Montre pour aller dans la salle de bain. On repasse par la garde-robe. L'appartement dans le premier étage, c'est ouvert dans les 4 directions, car il n'y a pas ce mur. Donc la salle de bain est au milieu. On entre à gauche là. Vous voyez la garde-robe et la salle de bain est entre la salle de dormir et la garde-robe, avec une petite toilette à fermer. Vous voyez qu'au milieu, il y a un escalier. En plus, cet escalier connecte les 2 appartements directement avec les 3 portes. 2 portes des appartements et une ou 2 bien, qui vont à l'étage des chambres. Ça, c'est l'étage de chambre. Il y a 4 chambres et l'escalier forme pour chaque chambre, elle forme ou bien des niches ou des espaces en bas, au-dessus et crée des chambres assez individuelles. Il y a 3 chambres à 2 lits, à 2 personnes et une chambre pour une personne. En plus, il y a une petite douche, salle de bain et un espace où on peut mettre des storage, le dépôt, on peut mettre des armoires, tous les trucs, car il n'y a pas beaucoup de surface pour mettre des meubles. Alors, avec cet escalier au milieu, ça nous permet d'avoir différents scénarios. Un scénario, c'est la grande maison. On pourrait s'imaginer qu'on prend un appartement pour comme ça la manger et peut-être la chambre même pour chambre de télé, bureau. L'autre appartement sert comme séjour, bibliothèque et les chambres pour dormir sont au milieu. Un autre scénario est de séparer les deux unités, de vivre dans un appartement les parents qui sont mes clients et peut-être dans un autre appartement la famille du fils ou d'une fille. Au temps qu'on a commencé à faire ce projet, ils étaient encore en train d'étudier. Maintenant, ils sont adultes et les deux fils qui sont les plus anciens ont déjà créé une famille. Donc les parents maintenant, ils sont déjà grands-parents. Alors, ça c'est le deuxième scénario. Et le troisième scénario, c'est de seulement occuper un appartement et louer l'autre. On peut louer soit 2,5 chambres ou bien 6,5. L'étage avec les chambres, on peut donner à un ou à l'autre appartement. On peut choisir. On ferme la porte, qui est une porte spéciale contre les feux aussi, comme ça suit les règlements du feu. Et on peut choisir
les unités, comment on veut les mettre ensemble. La situation au début, après que c'était fini à construire, c'était que les parents, mes clients, ils étaient en bas, ils ont choisi l'appartement en bas. Montre la fille qui a fait ses études à Coire a vécu pour 1 an dans l'autre appartement et les autres chambres étaient distribuées entre les autres fils et ses copines et les autres hôtes, la mère, la sœur. La situation actuelle, comme j'ai déjà dit, les parents sont des grands-parents et souvent ils sont contemporainement avec leurs fils, la famille des fils, et comme ça ils ont deux appartements qui fonctionnent indépendamment et ils peuvent se rencontrer s'ils veulent choisir. Ils ne sont pas forcés de tout le temps passer le temps ensemble. Et quelquefois, il y a même les grands-parents de l'autre côté, des femmes, Schwiegereltern. En plus, il y a un sous-sol. L'entrée est là à droite. Donc, tous les deux appartements doivent aller dehors pour accéder. Là, il y a la technique. Maintenant, ils ont construit une petite sauna pour bricoler, des pots, les skis, le vélo, tout ça. Alors, la structure, elle est une structure hybride en béton, rouge et bois vert. La structure en bois, la structure en béton, c'est un squelette. Et on a choisi de faire en béton tous les éléments qui sont nécessaires de faire en béton, qu'on peut utiliser le matériel béton avec les capacités qu'ils offrent. Alors, toutes les parties qui sont vers l'eau, donc vers la terre, le mur de soutènement, qui après les modeler en eau avec ce triangle-là qui protège l'escalier d'entrée contre le feu. En plan, c'est le mur en arrière qui est modelé avec les escaliers. Le numéro 1. En plus, il y a la structure portante intérieure qui est formée avec l'escalier et avec les deux poteaux. Un poteau, il est technique, c'est le triangle qu'on a vu avant. Ça porte la chaleur, l'eau, l'électricité, tous ces trucs techniques sont là-dedans. Et dans l'autre, il y a la fumée du cheminée. En 3D, c'est ça. Et ça fait aussi la stabilisation contre les forces horizontales, donc contre les vents ou si la terre elle bouge. En plus, il y a la structure portante extérieure, et celle-là, elle est formée par des poteaux, le mur, et puis il y a des boîtes qui fonctionnent comme des porteurs. Je vais vous montrer cette image-là. Les boîtes font que les angles peuvent être libres, car c'est comme une boîte et ça porte les forces porte-à-faux. Ça se dit? Et comme ça, on ne doit pas occuper les angles avec les poteaux, que pour nous c'est important pour donner cette relation avec l'extérieur. Je crois que si on met les poteaux à l'angle du plan, ça donne des limites et ça essaie de définir l'espace. Donc pour ça, on essaie de laisser libre les angles et ces boîtes, soit la boîte dans le hauguet, dans la première étage des chambres, soit le triangle porteur du toit. Ça sert que c'est comme des superstructures qui sont portées juste par les trois. Donc au rez-de-chaussée, il y a un poteau avec le mur, et dans le deuxième étage, il y a juste 3 poteaux. En plus, à l'extérieur, après, il y a l'isolement, et à l'extérieur, on a une autre structure en bois pour le toit et le balcon. Il y a des poutres dans la façade qui forment cette hache. Cette hache est faite pour mettre le revêtement du balcon au-dessus, et la hache, ensemble avec les poutres du toit qui tiennent
le revêtement en bois du balcon, au milieu, ça forme la structure. C'est ça en 3D. Après, on met du revêtement en bois. Donc c'est le balcon, c'est les volets et c'est la façade. C'est un système assez classique. On met la structure et la masse à l'intérieur, on met de l'isolation et on met le revêtement à l'extérieur. Donc c'est pas une innovation, mais je crois qu'on a choisi le matériel juste pour chaque... on a essayé de choisir les matériaux selon leur capacité qu'ils ont. Alors la façade aussi, elle change avec l'habitation. S'il n'y a personne là, parce que c'est quand même une maison pour des vacances, s'il n'y a personne, les volets sont fermés. Et s'il y a des gens qui occupent des chambres, ils se ouvrent. On voit aussi ici dans la section qu'on a que le revêtement, c'est pas sur une ligne. On a essayé de lui donner une apparence bien fragile ou légère. Et pour ça, on a choisi de leur donner un aspect un peu volant. Je vais montrer ce détail-là, avec le cercle rouge. Pour le changement du matériel, on trouvait important qu'on a des distances entre les éléments pour bien comprendre que ce soit légère, ça ne devait pas être encollé une chose sur l'autre. Alors vous voyez la fenêtre au milieu, elle a une distance contre le sol en béton. Là au milieu, on a mis le rideau et à l'extérieur, on a mis le brise-soleil dans la distance entre la fenêtre et le revêtement. Si on va plus en haut, ça continue avec le revêtement fixe vers le revêtement qu'on peut bouger. Après, il y a la structure en bois qui a encore 5 cm et le balcon qui sort 1 mètre. Toutes ces distances, on a essayé à trouver avec des maquettes en petit, mais aussi un sur le mur, parce qu'on avait le site tellement petit qu'on n'avait pas trop d'espace à donner, mais on a cherché le minimum qu'il fallait pour arriver à cette apparence. Ça, c'est sur le chantier, on voit bien le sol en béton et la distance vers la fenêtre. Et maintenant, pour le revêtement, pour nous, ici, c'était important que cette structure hybride, ça forme une unité. Et avant cette distance entre les éléments qui ne sont pas sur une ligne, je crois qu'on aurait eu un vieillir du matériel qui n'était pas bien contrôlable. Et pas dans le sens positif, mais j'avais peur que c'était plutôt que c'était plutôt un aspect destructif. Et pour ça, on a choisi une lasure pour la façade qui anticipe le vieillir. Alors c'est une lasure grise et avec le temps, elle s'en va et le bois, quand il prend sa nature, le grisement, le bois il devient gris naturellement et la lasure il s'en va. La même chose on a dans l'intérieur. Là c'est en allemand c'est Goldbeize, une teinture pour tous les éléments légers, les portes, les meubles. Là aussi, on a bien regardé que les matériels ne se touchent pas, qu'il y a toujours un joint entre les deux matériaux. Aussi parce que le matériau, il bouge et c'est pas bien, on ne peut pas bien contrôler ça. Et donc, c'est bien si on a un joint, ça donne de l'espace pour ces procès naturels. Ça, par exemple, c'est le joint du mur au plafond.
Ça, c'est le matériel qu'on a choisi pour le bain. Et ça, c'est la même chose. On a le joint de 15 mm, en plus le dislévellement. Un peu des images. Le deuxième projet, c'est une structure temporaire. C'est au pied du Cervin. Dans 2014, il y avait un événement qui était 150 ans depuis la première ascente du Cervin. Et il voulait, pour cette occasion, il voulait refaire la cabane qui est au pied de cette montagne. Et la question était alors quoi faire avec les 100 alpinistes qui vont chaque nuit dans ces cabanes pour dormir. Il y avait les clubs de l'environ qui ont dit il faut trouver une solution, vous ne pouvez pas laisser ça à l'hasard. Et donc on a proposé des structures temporaires à développer. On se trouve entre le Cervin et le village de Zermatt. En rouge en haut, vous voyez le nom Hörnli-Hütte, c'est là où il y a la cabane maintenant. Schwarze, c'est la station où le télésiège arrive. Et ça qui est écrit en blanc, Hirli, ça c'est notre site. C'est là où il y a le cercle rouge. Et c'est le territoire plus plat, la surface plus plate qu'on a pu trouver le plus proche possible au Cervin. Nous, on a proposé une structure sur des petits pieds qu'on peut niveler. Pour nous, c'est important que tout le territoire, on ne touche pas. Et après que l'événement était fini, on ne devait pas voir des traces de l'humanité. Donc c'est juste ponctuel qu'on a fixé ces structures dans la roche ou dans le sol. Le triangle, c'était la forme la plus directe de transmettre les forces du vent au sol. Aussi, on n'a pas des murs, on a juste le toit. Et ça, iconographiquement, nous plaisait aussi parce que c'était juste vraiment le symbole de la protection du shelter qui était nécessaire. Aussi, la tente, c'était la première habitation de l'être humain après la cave. Et ça réfère un peu aux nomades. Et je crois que les alpinistes et les nomades ont quelque chose en commun. Après la grotte. En plus, le triangle, c'est une forme très très simple, une des formes élémentaires. C'est une forme de la culture de l'homme. Donc c'est une forme artificielle très précise qui, devant la nature, qui est vraiment rough et rugueux, et ça donne un contraste qui leur fait du bien. La construction, elle est assez classique, comme
tente normale, il y a une couche extérieure qui est en métal, à l'intérieur, la couche à l'extérieur est contre la protection du temps, du climat, des pierres peut-être qui coulent. Contre à l'intérieur, on a une deuxième couche qui est un tissu résistant à l'eau qui émène l'eau de condensation, s'il y en a, et qui fait l'atmosphère plus agréable, un peu comme un cocon. Et la couche entre les deux crée comme une isolation naturelle. Comme matériel, on a choisi le métal parce que le métal, premièrement, c'est statiquement très efficace, en dimension très petite. C'est résistant au montage et démontage, même dans des situations climatiques assez difficiles. L'aluminium est un des métals plus légers. Il ne rouille pas. Et ce que nous plaisait est que l'aluminium a une matérialité très timide. Pour soi-même, il n'est pas très expressif. Par contre, il prend bien les couleurs et l'atmosphère de la nature et les reflets, ainsi qu'à la fin, presque la contour de cette géométrie précise fait une petite ligne de contraste devant la nature en arrière. Mais sinon, elle prend ce qui est dans les alentours et les reflets en arrière. Comme module, on a le module principal qui est pour dormir, s'occupe de la surface minimale pour une raison, pour réchauffer le maximum possible la tente avec le corps. De l'autre côté, car on est dans la pendance, la surface plus petite a un minimum de différence de level aussi. Sur le site, on leur a donné un matelas, un sac à couchage et une lampe, une torche. Et donc les alpinistes ont juste amené un petit inlet, petit sac à couchage en soie, en tissu. En plus, il y avait les modules plus grands, qui est le même élément comme le petit. La petite tente, c'est juste répété. Il y avait 2 salles à manger. Il y avait une cuisine. Dans la cuisine, on n'a pas la couche intérieure, donc on voit bien la structure en métal. Et puis on a une demi-tente comme dépôt pour la cuisine et pour toutes les autres choses. Et l'autre côté pour se laver. Ça, c'était juste pour les gens qui travaillaient là. Des images. Si on voit comment tu as levelé, comment tu as fait la structure pour leur donner l'horizontalité. La porte, elle était coupée en diagonale, car comme ça, s'il y avait même 1 mètre de neige pendant la nuit, qui est bien possible là en haut, c'était quand même possible de l'ouvrir, d'avoir pas trop de résistance. Ça, c'est une fenêtre de ventilation de l'autre côté. Et tout a été construit dans les mêmes matériels. Ainsi que la fesse, pour nous, c'était un peu comme un troupeau des animaux, des grandes et des petites. La disposition était libre. Georg, il est allé, on a bien eu un fight parce qu'on voulait bien aller parce qu'ils étaient déjà en train de faire un peu comme le militaire. Et voilà. Le 3e projet, c'est celui-là que vous connaissez peut-être le mieux. On se retrouve à Flims. Flims est un petit village des paysans. Jusqu'à la fin de l'autre siècle, quand on a commencé après
industrialisation, de commencer à construire des auberges qu'on voit de l'autre côté du village, dans les forêts. Après, dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, la première télésiège, que jusqu'à maintenant est devenu un lieu très touristique pour le sport, pour aller skier. Et ici, on voit ce que ça fait avec le village. Du village des années 20, aujourd'hui, ça a été beaucoup construit avec des maisons secondaires, comme on a vu même avant. Pour moi, la beauté de Flims n'a rien à faire avec toutes ces possibilités de sport, mais tout le village est situé sur un éboulement, ça se dit, qui a eu lieu il y a 10 000 ans, et ça crée une nature et un territoire très 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 spécial. Ici, on voit, à droite, on a une roche très grande, et à gauche, on a des montagnes, et tout ça qui est blanc, tout ça qui est à tomber, et a rempli la vallée. C'est une des éboulements plus grands dans les Alpes. Je crois que c'est 10 à 15 kilomètres carrés de matériel qui s'est déposé là. Il y a 10 000 années. Ici, on voit tout ce triangle-là. Ça, c'est tout le matériel qui est tombé. Flims, ensuite, le village s'est construit sur la terrasse qui s'est formée. Et en bas, où il y avait toutes les pierres, où le territoire il était difficile à cultiver, la forêt a commencé à pousser. Et ça, c'est la forêt qu'on trouve aujourd'hui. Il y a partout ces arbres qui sont au-dessus de ces pierres. Il y a partout les pierres qui sont au milieu, partout dans la forêt, que je trouve très très beau. Et nous, on se trouve directement au bord de cette forêt. Ça, c'est une ancienne carte postale, et ça, c'est le lieu comme je connais. Quand j'étais enfant, c'était comme ça, et c'était toujours une place très remarquable. On voit ici que l'arbre, ensemble avec l'étable, ça forme comme une entrée à la forêt. Donc en noir, là en haut, vous voyez l'étable, et l'arbre, qui maintenant, il n'est plus comme ça, mais il y a un petit animal qui vit là-dedans. Et ça, c'est comme l'entrée, montre la cabine en rouge, elle est un peu en arrière. Elle est comme ça. Elle était comme ça. Et ça, c'est l'ensemble. La cabane, ça servait à l'agriculture parce qu'une fois, quand on n'était pas encore motorisé, les paysans, ils dormaient là. Aussi, l'herbe sèche, on mettait dans les étables, et quand les vaches venaient des Alpes, on les a apportées à ces endroits, et on a vécu là. Maintenant, il y a la règle qu'on peut juste, si on veut faire des constructions, on peut juste toucher la partie qui était habitée, pas la partie économique. Donc l'étable ne peut pas être touchée, mais on peut refaire quelque chose avec la cabane. Il y a des règlements très 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 précis et compliqués. D'une côté, il y a les mètres carrés qui sont 100. On peut faire une petite extension car ils n'avaient pas la salle de bain, il n'y avait pas certaines choses. Alors, il y a un calcul que la fin te donne les mètres carrés. Mais de l'autre côté, c'est cet article à droite qui dit que l'apparence, le caractère de l'édifice qui était là avant doit être maintenu. Donc, pour nous, c'était ça le truc le plus important, de décider c'est quoi alors qu'on doit maintenir. Cette cabane, elle était construite en bois. Donc, la grande question, c'était est-ce qu'on doit reconstruire là en bois? Pour moi, cette structure-là a beaucoup à faire avec l'agriculture, avec le territoire, avec le bois, la forêt. On est allé dans la forêt, on a coupé des arbres, on les a mis un sur l'autre, on a mis un toit et c'était fini. Donc c'était vraiment archaïque et ça faisait du son.
Maintenant, si je m'imagine de mettre une maison en bois, c'est toute une autre culture. Il y a la fabrication du bois, il y a la préfabrication du bois. Toute cette manière directe de construire, c'est plus possible. En plus, la cabane est au sud est au nord d'une colline. Elle est enterrée, donc elle est vraiment dans l'ombre de la colline, des arbres. Elle est dans l'humidité et aussi le bois, elle n'était pas bien conservé. Donc pour moi, ça ne faisait pas trop de sens de la refaire en bois, de l'aspect du matériel. Ici, on voit le programme. Toute cette structure est vraiment juste pour protéger les besoins plus élémentaires possibles. Il y a le feu, il y a le coin pour faire le feu, il y a un lit, et là en arrière, il y avait dans ces rocs, dans ces pierres-là, ils ont mis du fromage. Alors si je regarde la cabane comme ça n'a rien à faire avec... Moi j'avais peur si avec cette échelle, si je refais une maison en bois, que c'est plutôt une petite cabane qui ressemble à une de ces constructions qu'on peut acheter dans l'abricot pour les jardins, ou soit que ce soit une mini tiny house, one family, des traits de la civilisation qu'ici je ne veux pas voir. Parce que pour moi, c'est plutôt une ruine, une mémoire à des autres temps de l'histoire. Et comme ça, je voulais essayer de garder cette loneliness, cette situation abandonnée. Et avec ça, j'avais cette idée de pétrifier cette maison en bois. J'avais fait une maquette et une photomontage avec laquelle j'ai essayé de convaincre les autorités. Et maintenant, prenant le bois comme coffrage extérieur, ça m'a donné moins de mètres carrés à l'intérieur et comme ça, j'ai pu doubler la surface en bas. Enfin, pas doubler la surface, mais ça donnait 2 étages avec les mêmes mètres carrés. Et j'ai choisi de faire deux étages. Je voulais bien séparer la zone de jour de la zone de nuit. D'une côté parce que je crois si on vit dans un espace avec tous les fonctions, on risque facilement de faire du camping à la fin. C'est le bordel. Et quand même, je m'imaginais le client, il voulait offrir cette structure à louer pour une semaine à des personnes qui veulent faire des vacances. Et je m'imaginais que la maison, elle doit être élémentaire comme c'est l'avant, avec les besoins principaux, pas vraiment le luxe, mais archaïque, élémentaire, basique, et avec une certaine culture à vivre. On a 2 étages pour les fonctions principales qui sont pures. Et puis il y a une petite toilette et la petite salle de technique qui sont attachées dans la terre. Aussi l'escalier, elle est juste attachée. Pour la salle de jour, on a choisi la forme, il y avait déjà, mais il y a il y a la forme classique du toit et de la maison, avec le toit comme ça. Et en bas, c'est plutôt une cave. Un peu l'image de la marmotte qui va en bas pour dormir. Et aussi la lumière, elle est plus... on est un peu dans la pénombre. La salle de jour, elle a un feu. En bas, on a mis une baignoire. Ça, c'est le plan. On entre en bas. À droite, il y a une petite cuisine. À gauche, il y a une banque réchauffée aussi en béton. Et la table à manger. Et devant le feu, on a une petite situation de séjour. Puis on fait l'escalier courbe
On arrive en bas, on a le mur incliné avec le lit et la baignoire. Et là, on voit aussi les toilettes et la salle de technique. Donc maintenant, on avait cette pierre massive qu'on devait faire des espaces et des fenêtres, des portes qui touchent même l'extérieur et l'intérieur. Une chose, c'était qu'on devait bien choisir où et combien des ouvertures faire. Il devait être bien précis. Donc ici, pour la situation de manger, on a choisi une fenêtre très basse qu'on voit dehors seulement quand on est assis. Si on est en pied, on voit que les murs. On est sous l'auteur du mur. Ici, on voit dans une petite clairière, et on m'a dit qu'il y a même les animaux qui viennent à manger là, vers le soir. Du banc devant le feu, on regarde par le toit dans ces êtres, les feuilles, et on voit dans la cage, dans la cave, grotte, peut-être. Ça, c'est la grotte, ça, c'est ces pierres de l'éboulement. Et ici, on voit aussi que les fenêtres en bas, c'est pas juste une fenêtre, il y a aussi une porte. C'est important pour nous que ce n'est pas un cul-de-sac, qu'on ne se sent pas enfermé, mais qu'il y a comme un autre monde là en bas. Un monde un peu plus mythique, peut-être un peu comme Alice in Wonderland. On peut sortir, on est dans la forêt, donc la forêt devient un peu le jardin de la maison, c'est la porte du jardin, si on veut. C'est le monde des radis et des animaux qui vivent là-bas. Une chose un peu spéciale, c'était les mesures, car c'était tellement petit, on devait tout faire un peu plus petit. Et on devait bien... par exemple, on a tout dessiné sur des murs chez nous pour mettre, par exemple, des vides. Par exemple, cette porte qui a juste 1,90 à 70, là à droite. On l'a dessiné sur un mur et on a mis tous les autres devant pour regarder si ça pouvait aller. Parce qu'on avait peur, s'il y avait une chose qui est normale, on se rend compte immédiatement que c'est trop petit. Le matériel, c'était du béton isolant. Le béton isolant a des boules dedans, des boules expansées du verre et du thon, clay. Tous les murs extérieurs étaient construits en ça, mais car c'est un peu faible, les sols et les plafonds, le banc et la baignoire, c'est fait en béton normal, et les escaliers aussi. En plus, la salle technique. Là aussi, dans les sols, dans la baignoire et la banque, il y a les tubes de réchauffage. Donc là aussi, la masse plus compacte du béton normal nous a servi. Ça, c'est un plan du coffrage. Vous voyez à droite, là, ça, c'est l'ancienne structure. On a juste défini que tous les espaces entre les bois doivent être sur une ligne et avoir au moins 5 cm. Si c'était moins, on avait peur que ça va craquer. Je vais vous montrer un peu de photos de construction. D'abord, on a enlevé le toit et la structure secondaire, on les a mis ensemble, à part avec ce véhicule-là. On a fait le trou, donc le rez-de-chaussée. Là, on va contre les pierres. Cet angle, c'était coupé à 45 degrés pour ne pas le voir le dessin sur le mur. La baignoire. Ça, c'est tout le rez-de-chaussée. Vous voyez la cabane à part, de l'autre côté. Vous êtes en train d'entendre encore la baignoire. Ceiling. Pour l'eau.
maintenant, on prépare tout cet étage pour remettre à l'escalier. Et maintenant, on voit déjà qu'ils ont remis la structure en bois. Ils ont enlevé le toit. Ils ont rempli les espaces entre les bois. Comme ça. On a coupé les fenêtres, l'escalier. Il y avait 4 Portugais qui faisaient tous les travaux avec cette... Ils étaient bien précis, à dire. Incroyable. Ça, on a quand même amené, on est juste à 130 mètres du village, donc on a tout amené du village. La canalisation, l'eau, l'électricité, Internet. Ça, c'est la niche pour le feu. Ça, c'est le coffrage pour les fenêtres en eau. Vous voyez le bois carré. Ça, c'est là où après on met l'isolation. Pour le décoffrage, ils ont trouvé un système assez tough, mais ça fonctionnait bien. Ils ont coupé tous les bois qui étaient longs en pièces de 1 mètre. Après, ils ont fait une coupe horizontale et ils ont pressé ça ensemble. Comme ça, la pression contre le béton s'est diminuée. Et avec ça, je ne sais pas en français. Ils ont enlevé le truc. Donc, c'était vraiment un truc avec de la force, mais quand même, il devait être très... Ouais, c'était assez risquant de casser le béton, car c'était ce béton avec l'isolation qui était fragile. Ils ont bien fait. Ça, c'était béton fini. Décoffrage de la fenêtre. Ah, ici encore le cheminée, du cheminée, la fumoir. Et maintenant, on commence à appliquer les trucs. C'est pas comme avant chez Sulten où on avait la structure hybride, qu'on voulait que tout devienne en. Ici, on a choisi que le béton, il était fini et tous les trucs qui sont secondaires deviennent appliqués au-dessus, avec une distance. Ça, c'est la fenêtre qui est juste un carré, car on ne voulait pas à l'intérieur voir le frame. Après, on a fait lisser le béton, Navigate, pour avoir une surface où on peut marcher aussi avec les chaussettes. Dans la baignoire, on a fait ce travail un peu plus en bas, comme ça tous les ingrédients du béton, qui sont des pierres, sont devenus visibles. Ici, on a mis une imperméabilisation. Et tout le reste, les sols sont juste, on a fait hydrophobique. Ça, c'est les meubles chez le charpentier. Là aussi, on a essayé de trouver... Tous ces éléments sont secondaires, mais ils devraient être dans le même langage simple et respectant le matériel. Donc tous les détails devenaient sortir de la matérialité et les règles du matériel, comment on travaille le matériel. Comme je dis avant, on a appliqué les fenêtres au-dessus. Si on fait tout à fil, si on coupait le béton avec ce petit truc pour mettre la fenêtre flash, avec le béton, je trouve qu'on sent plus la masse du béton. Et comme ça, on a un joint pour le mur qui aide, parce que ça n'a pas la même précision. Et si on ouvre la porte, par exemple, on voit la masse du béton qui est pure, qui n'est pas détruite. C'est un peu comme un meuble.
Et c'est mis à l'intérieur, comme ça de l'extérieur, on voit moins possible ces trucs domestiques, on voit juste la pierre. Même chose avec la porte. Ça, c'est une porte qui donne vers les toilettes. Et là, on voit un peu les détails. Pour le bois, on ne voulait pas trop avoir une langue trop traditionnelle. On voulait avoir aussi une abstraction du matériel. Et normalement, si on met des bois ensemble, ça veut se déformer. Avec l'humidité, ça se déforme. Donc, on a toujours un élément qui va dans l'autre direction pour le faire stable, pour le stabiliser. Et on a choisi de prendre, et pour ne pas voir dans la surface, on l'a mis à l'intérieur et on essaie de faire des tailles qu'on appelait papillons pour voir cette apparence. Et ça qui nous plaisait, que c'était quand on regarde un peu de côté, on ne le voit pas tout de suite, mais c'est comme un ornement qu'on voit avec la deuxième fois qu'on regarde. Ici, par exemple, l'angle de cuisine. La même chose pour le reste. Le matériel qu'il fallait aussi, c'est le métal pour tous les tubes d'eau. Et puis, on a construit tous les trucs nous-mêmes avec des détails simples et directs qu'on comprend. Ça, c'est la porte qui donne vers la technique. À l'extérieur, on a galvanisé le métal. On voit ici les éléments en métal de dehors. Et sur le toit, on a mis un spatule qui protège les joints des étapes. Et à la fin, le chemin. Et aussi ici, c'était important de ne pas se connaître trop au chemin de la civilisation, mais comme créer le minimum pour les pieds, comme des îles pour les pieds, pour passer, pour vraiment être dans la forêt et pas la même chose aussi pour la place pour s'asseoir dehors. C'est une île dans la forêt. Et l'idée, c'était aussi que maintenant que c'était fini, la nature, elle peut recommencer à se reprendre cet endroit. Et en fait, c'est ce qui s'est fait. C'est un peu des images du béton et les traces du bois qu'on voit. C'est ça. Je finis. Merci beaucoup pour ce beau voyage dans les Grisons. Est-ce qu'on peut juste passer aux questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous levez la main, je viens vers vous avec le micro, comme ça on vous entend bien. Qui se lance? Ils ont peur de commencer. Oui. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence et félicitations pour votre travail. Et j'ai une question plutôt concernant les derniers projets et la mise en œuvre. Vous avez parlé de ces 4 ouvriers qui ont... J'imagine que pour eux, c'était une première d'utiliser cette façade comme
comme coffrage, non? Cette ancienne construction comme coffrage. Du coup, je voulais avoir un petit peu votre retour sur cette expérience d'être un peu l'architecte comme déclencheur justement des nouveaux processus de construction, et quelle est votre expérience dans la mise en œuvre? Est-ce que, voilà, dans ces cas concrets, les ouvriers étaient plutôt partants? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez quand même imposer et pour embarquer les gens dans des nouvelles procédures constructives? Merci. En fait, on était très, très, très heureux. Et on avait de la chance. Le client, il avait 2 entreprises comme des amis qui ont fait une offre. L'autre entreprise, du début, il voulait juste prendre un coffrage normal et couper le bois antique ou même un autre et pour le coller. Donc, il voulait tout faire un truc fake qu'on ne voulait pas. On voulait vraiment prendre le bois qui était là sur site. Et en fait, c'était presque le contraire, parce qu'on avait fait une petite maquette de 1 mètre à 1 mètre d'abord, et après, non, on voulait qu'ils fassent. Et eux, ils étaient déjà sur le chantier, ils avaient déjà fait le sous-sol, et on n'avait pas encore vu cette maquette. Et on a toujours demandé, j'ai dit, oui, on va faire, c'est pas difficile, oui, on va faire. Et donc, au dernier moment, ils l'ont fait, c'était vraiment pas de problème. Et bon, évidemment, eux, ils n'auraient jamais fait ça pour sa propre maison, mais ils ont collaboré très très bien. Ils ont même aidé à penser, comme par exemple on a vu avec le décoffrage. C'était eux qui ont fait les propositions. Nous, on avait proposé de mettre beaucoup de l'eau avant de jeter le béton, comme ça c'était le bois avait le volume maximum. Et après séchant, ça se retire un peu. Et eux, après, ils ont fait tous les autres propositions pour aider à cette idée d'être plus réalisée. Et aussi, comme on a vu, comme là où le béton touche la pierre, ou là où le béton, où ils ont dû faire la courbe des escaliers, ils étaient là, ils ont fait comme ça, avec l'idée que je viens et je fais une trace, et après, eux, ils ont coupé tout. Ils ont, plus ou moins, ils ont fait tout avec cet instrument-là, et avec la circulaire. On avait pris un charpentier, en fait, pour faire le travail du bois, pour les espaces intermédiaires, mais ils étaient beaucoup plus vite et beaucoup plus précis. C'était juste une chance, je crois. C'était ça que tu voulais savoir. Donc, voilà, dans un chantier de cette taille, je pense que justement le rôle du faire, il est extrêmement important. Ce n'est pas juste exécuter un plan, mais il y a un côté vraiment de réfléchir en faisant quelque chose qui est intéressant. Ils avaient vraiment la mentalité de réalisation. Ils ont accepté que l'architecte, elle avait décidé qu'elle voulait ça comme ça. Alors, leur travail, il était de collaborer et de trouver les solutions. Ils n'ont jamais mis en question, ils n'ont jamais... Bon, je ne sais pas, peut-être quand je n'étais pas là, mais ils étaient toujours... Même pour des autres détails, ils ont toujours... S'il y avait quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé dans les plans, ils ont appelé. Et car on a le bureau à Flims, on était beaucoup là sur le site pour décider des trucs avec eux. Voilà, également merci, dans un très bon français, ça va très bien, je ne sais pas pourquoi j'ai dû faire cette intro en anglais. Ben voilà, dans l'introduction, je parlais aussi dans le contexte du prix béton 21. Voilà, je suis un peu obligé de vous questionner sur votre rapport au béton, les enjeux qu'il y a derrière ça. Est-ce que vous referiez... Je n'avais pas la date de la dernière réalisation. 2012. 2012, voilà. Alors voilà, on vous pose un peu les questions, pas pièges, mais
un peu bateau aussi. Est-ce qu'en 2022, vous referiez, vous auriez la même démarche? Quelles questions vous vous posez aussi par rapport au béton et sa future place, en fait, dans notre pays et dans la construction en général? Bon, je dirais avec cette idée de pétrifier le chalet ancien, on n'a pas de chance, il faut du béton. Et en fait, dans l'époque que c'était loué, ça faisait aussi beaucoup de sens pour la masse et la chaleur, parce que la cabane, elle était louée, je crois, 45 ou 43 semaines par année. Donc pendant tout l'hiver, c'était réchauffé, et la masse, une fois réchauffée, elle contenait la chaleur et ça restait. Donc ça faisait aussi du sens. Donc évidemment, maintenant, on espère qu'on trouve des solutions pour diminuer l'énergie pour la production du béton. Mais je trouve quand même, et ça je crois on voit dans le deuxième projet, Sultan, là on a économisé le béton vraiment aux capacités élémentaires. Je trouve aussi que comme architecte, je trouve que c'est important de penser l'énergie et le climat et tout ça, mais quand même je trouve qu'on a une profession aussi de culture, de la culture humaine. Et ça me dérange un peu que toute l'architecture a plus des paramètres pour soi, l'espace, la lumière, tout ça. J'étais dans beaucoup de jurys où l'architecture, elle devient plus discutée. Parce que c'est pas mesurable. On a l'énergie qu'on peut mesurer, on a la société qu'on a des values en commun. Et par exemple aussi pour moi, ce qui est important, peut-être on le voit un peu avec les projets choisis, c'est le territoire et la nature et les ressources là. Donc je trouve si on fait quelque chose, si on prend ces ressources, on construit le territoire. On doit bien choisir ce qu'on construit. Pas seulement dans l'aspect qu'on peut décomposer la cabane quand elle est finie, et on peut la composter, on peut faire n'importe quoi, mais aussi qu'on valorise le territoire, qu'on met quelque chose de valeur et qui respecte l'humanité et qui n'est pas seulement économique. Et je crois que c'était la seule chance pourquoi qu'on a pu prendre le prix béton pour une maison qui est méchante, parce que c'est une maison de vacances, qui n'est pas du tout, déjà comme programme, moralement, c'est pas accepté. Mais c'est parce que quand même, maintenant, cette famille, elle est beaucoup plus là qu'avant. Et j'espère que la maison, elle va durer beaucoup plus de temps que cette ancienne maison qui, après 50 ans, on devait dire, maintenant c'est fini. Détruire beaucoup de déchets. Et si elle dure plus, je crois que ça aussi, c'est un argument à calculer. La durabilité aussi dans ces programmes qui sont recyclables quelque part selon la famille, la manière dont elle évolue. Avec la flexibilité, on peut utiliser cette maison peut-être quelques années en plus, parce que la fonction, elle peut changer, on peut s'adapter, elle peut durer. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des étudiantes et des étudiants, oui. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport au projet près du Cervin. J'imagine que c'est des éléments qui sont facilement recyclables. Et puis, est-ce que vous pensez refaire ce projet à d'autres endroits, d'autres localités en Suisse? En fait, le projet soi-même, c'était pensé de remettre. À la fin, je ne sais plus où ils ont fini, tous ces éléments. Mais ils avaient beaucoup de programmes comme des pop-up hotels, je ne sais pas, à l'aéroport de Zurich, comme pop-up à la Biennale. J'ai entendu qu'ils ont amené quelque chose
quelques éléments ont servi pour des alpages, sur des autres Alpes. À la fin, je crois qu'ils ont été vendus, mais l'idée principale, c'était qu'on a ces éléments aussi pour la ville de Zermatt, et pour des événements, ils peuvent toujours réutiliser ces structures. À la fin, quelques éléments sont encore là. Ils font des expositions là-dedans. Des autres ont été vendus. Mais je crois. Maintenant, sont tous vendus, je crois. Quelqu'un m'a demandé une fois, et là, ils m'ont dit qu'ils étaient vendus. Maintenant, c'est déjà à revendre, c'est pas. Merci beaucoup. Voilà, peut-être qu'on continue la discussion en haut en buvant un verre. Et encore merci beaucoup, Célina, pour la conférence. Je tenais à remercier aussi Javan pour l'organisation de l'exposition et de cette conférence. Merci Javan.